Aujourd'hui, on va parler de la dynamique des communautés. Au dernier cours, on a parlé des dynamiques des populations, mais cette fois-ci, voyons à un peu plus grande échelle. Donc, voici juste une petite image tirée de votre manuel pour vous montrer la différence entre les différents termes qu'on utilise au cours du chapitre. Donc, un individu est vraiment un individu d'une espèce seule. Une population, c'est quand on regroupe plusieurs individus. Et nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur le terme de la communauté. Donc, on va voir dans les prochaines diapositives qu'est-ce que ça veut dire une communauté. Donc, la dynamique des communautés, c'est l'ensemble des interactions entre des populations d'espèces différentes, mais qui partagent le même habitat. Donc, une communauté, c'est un ensemble de populations d'espèces différentes qui vont interagir les unes avec les autres au sein d'un même habitat. Donc, le mot habitat, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le milieu de vie d'une communauté. C'est le milieu qui fournit aussi les ressources alimentaires nécessaires à la survie des populations. Donc, dans une communauté, il y a chaque espèce qui occupe leur propre niche écologique. Donc, une niche écologique, c'est la façon particulière de chaque espèce d'utiliser les ressources de son habitat pour survivre et pour se reproduire. C'est aussi son rôle dans la communauté avec les relations des autres espèces. Donc, il existe 6 types d'interactions interspécifiques. Les interactions interspécifiques, c'est les relations entre les différentes espèces. Donc, on va les voir un peu plus en profondeur ensemble. Tout d'abord, la compétition. La compétition, c'est une relation entre des espèces qui doivent partager des ressources communes, mais les ressources sont limitées. Par exemple, la nourriture, la lumière, l'eau ou même un territoire. Par exemple, une compétition pour avoir accès à la lumière entre les espèces de plantes différentes dans une forêt qui est très dense. Donc, chaque espèce réduit la quantité de lumière disponible pour les autres. Donc, l'espèce qui va être la mieux adaptée est celle qui généralement va tirer le plus de profit des ressources qui sont disponibles. Une trop forte compétition, par contre, peut limiter, même voire exclure la présence d'une espèce dans une communauté. Le deuxième type d'interaction entre les espèces, c'est la prédation. Donc, c'est une relation dans laquelle une espèce, un prédateur, en consomme une autre, la proie, pour se nourrir. Quand on dit consommer, eh oui, c'est bien manger. Ça peut inclure les herbivores et les carnivores aussi. Par herbivore, on veut dire les espèces qui se nourrissent de végétaux, d'algues ou même de phytoplancton. Par exemple, il y a l'orignal, la sauterelle ou même l'oursin. Par carnivore, on veut dire les espèces qui vont manger d'autres espèces carnivores ou même des herbivores, donc le loup, le faucon, la morue ou même l'araignée. Les populations de prédateurs influencent sur les populations de prédateurs influencent les populations de proies. En effet, les proies doivent s'adapter pour se protéger ou même se défendre contre leurs prédateurs. Un troisième type d'interaction est le parasitisme. C'est une relation où une espèce, le parasite, profite d'une autre espèce, qu'on appelle hôte, et qui est nuisible. Par exemple, les poux, qui se nourrissent du sang des mammifères, ou les ténias, qui sont aussi appelés des vers solitaires, qui vivent dans les intestins des mammifères. Pendant une partie ou la totalité du cycle biologique, le parasite s'installe sur ou même dans son hôte et s'en nourrit. Le parasite va généralement pas tuer l'autre parce qu'il en dépend quand même pour sa survie. Par contre, le parasite peut affaiblir et même entraîner des maladies parfois mortelles pour son hôte. Donc, voici un petit exemple avec le poux, que le poux se nourrit du sang humain parce que, eh oui, on est des mammifères. Le quatrième type d'interaction entre les espèces est la symbiose. C'est une relation dont la survie des deux espèces dépend. Donc, c'est vraiment une interdépendance entre les deux. Par exemple, le lichen, qui est sur la photo suivante, c'est ça. Par exemple, le lichen, qui est sur la photo suivante, représente la symbiose entre un champignon. Par exemple, le lichen, qui est sur la photo suivante, représente une symbiose entre un champignon et une algue ou même une cyanobactérie. Le champignon va procurer de l'eau, des sels minéraux et un abri à l'algue ou à la cyanobactérie. Et l'algue ou la cyanobactérie, elle va fournir du glucose par photosynthèse au champignon. Il y a aussi comme exemple le corail qui est une symbiose entre un animal invertébré et un phytoplancton. Il
Il existe plusieurs symbioses entre les espèces de micro-organismes dans les différents systèmes digestifs des animaux ou même dans les racines de certains végétaux. Par exemple, les termites et les ruminants peuvent digérer la cellulose des plantes, mais seulement grâce aux populations de micro-organismes symbiotiques qu'ils abritent dans leur intestin. Donc, il existe vraiment une interdépendance entre les deux. L'avant-dernier type d'interaction est le mutualisme. C'est une relation de coopération entre les deux espèces. Donc, ce n'est pas essentiel à la survie de chaque espèce, mais il y a quand même un certain avantage. Donc, ça peut être soit par la protection, par le transport ou même certaines fois un apport alimentaire indirect. Donc, prenons l'exemple du bernard ermite qui peut transporter Donc, prenons l'exemple du bernard ermite qui peut transporter sur sa coquille une anémone de mer. L'anémone, elle, va se nourrir des restes de nourriture du bernard ermite et le bernard ermite, lui, va profiter des poils urticants, donc des poils qui provoquent des démangeaisons ou des brûlures. Et les poils de l'anémone, en réalité, vont éloigner les prédateurs. Donc, les deux ont une relation de mutualisme, ils ont une relation de coopération. De nombreuses espèces de plantes à fleurs font aussi du mutualisme avec les pollinisateurs. Donc, un autre exemple, de nombreux insectes facilitent la pollinisation des plantes tout en profitant de leur nectar. Donc, voici l'image du bernard ermite et du phytoplancton. Dernier type d'interaction entre les espèces, donc c'est le commensalisme. C'est une relation dans laquelle une espèce, qu'on va appeler le commensal, profite d'une autre espèce, mais sans lui nuire ni l'aider. Donc, plusieurs espèces d'orchidées, par exemple, utilisent le tronc des arbres comme support sans leur nuire du tout. Donc, voici un exemple que j'ai trouvé. On utilise la corde là, pour attacher l'orchidée et l'orchidée va tranquillement former ses racines autour de l'arbre, mais sans lui nuire, sans même l'aider non plus. Donc, les perturbations sont des événements qui vont modifier temporairement ou durablement les conditions d'un milieu. Les perturbations peuvent être naturelles ou humaines. Dans naturel, on donne comme exemple les incendies de forêt, les inondations, les éruptions volcaniques. Par humaine, on caractérise par exemple le déboisement, le déversement de déchets toxiques dans un cours d'eau. Les perturbations d'origine naturelle peuvent avoir différentes conséquences sur les communautés selon la fréquence et leur intensité. Voyons-les un peu plus en profondeur. Donc, par conséquence, ça peut être négatif comme ça peut être positif. Donc, par exemple, un exemple négatif, une éruption volcanique peut anéantir en quelques jours seulement toutes les communautés qui vivent près d'un volcan. Par exemple, on peut penser, parlons pas d'éruption volcanique, pensons à feu de forêt, on peut penser à l'été noir qui a eu lieu en Australie récemment et qui a détruit des écosystèmes au grand complet. Un exemple positif, par exemple, les incendies de forêt, qui sont d'origine naturelle, bien sûr, les inondations ou même les épidémies de parasites peuvent parfois favoriser la régénération des communautés en permettant de nouvelles espèces de s'installer dans un milieu. Donc, les perturbations d'origine humaine peuvent avoir aussi des conséquences très importantes sur les communautés. Donc, ceci étaient des exemples de perturbations naturelles. Parlons maintenant des perturbations d'origine humaine. Elles aussi peuvent avoir des répercussions très importantes sur les communautés. Donc, l'introduction volontaire ou accidentelle d'espèces exotiques est une perturbation majeure pour les communautés, puisque certaines espèces introduites peuvent proliférer et devenir envahissantes. Par exemple, la moule zébrée, qui est originaire d'Europe, a été introduite dans les Grands Lacs en 1988 par l'intermédiaire du transport maritime. En n'ayant aucun prédateur en Amérique du Nord, la moule zébrée a proliféré dans plusieurs lacs en Amérique du Nord. Et elle est devenue malheureusement une espèce menaçante pour de nombreuses espèces aquatiques indigènes. Qu'est-ce que c'est une succession écologique? C'est un processus Qu'est-ce que c'est qu'une succession écologique? C'est un processus d'évolution graduelle de la composition d'une communauté à la suite d'une perturbation d'origine naturelle ou humaine.
Au cours d'une succession, des nouvelles espèces vont coloniser le milieu perturbé en remplaçant progressivement les anciennes espèces, ce qui va modifier complètement la structure de la communauté. Il existe deux types de succession. Donc la première, la succession primaire. C'est un processus de renouvellement de la communauté qui se produit dans un milieu perturbé et ce qui est important de retenir, c'est que le sol est devenu vierge, à la suite par exemple d'une coulée de lave ou d'un sol qui a été décapé. Donc, on va nommer les espèces pionnières, donc les espèces, non. Donc, on va nommer les espèces pionnières, donc les premiers organismes qui vont coloniser et s'installer sur le nouveau milieu qui est neuf parce qu'il est vierge. Par exemple, après une éruption volcanique, qu'est-ce qui se passe en premier? Il va y avoir des bactéries, des mousses et des lichens qui vont se reproduire et se disperser très très rapidement dans le milieu quand la lave va commencer à se refroidir. Ces espèces vont par la suite permettre à d'autres espèces, comme les fougères et les herbes, de se développer à leur tour. Au fur et à mesure que le nouveau sol va se former, des espèces d'arbustes et d'arbres vont venir rivaliser avec les espèces pionnières pour former une nouvelle forêt. Ce processus, en réalité, là, on l'écrit comme ça, mais c'est très, très lent et ça peut se dérouler sur des milliers d'années. Le deuxième type de succession est la succession secondaire, donc c'est un processus de renouvellement de la communauté qui se fait encore dans un milieu perturbé, mais cette fois-ci, le sol a été relativement épargné. On peut donner comme exemple une tempête ou un incendie. Dans les conditions du milieu vont se transformer. Il peut y avoir par exemple davantage de débris sur le sol, moins de matière organique, plus ou moins d'eau. Les espèces les mieux adaptées peuvent encore se développer, et ils vont permettre de régénérer le milieu. Parlons maintenant de la biodiversité d'une communauté ou la diversité spécifique. Parlons maintenant des biodiversités d'une communauté ou autrement dit de la diversité spécifique. En gros, ça représente une variété d'espèces qui composent une communauté. Ça peut s'agir de bactéries, d'algues, de champignons, de plantes ou même d'animaux. Donc, la biodiversité se mesure à l'aide de deux critères. Premièrement, la richesse spécifique qui est directement associée au nombre total d'espèces dans la communauté et aussi par l'abondance relative qui, elle, fait un lien avec la taille des populations de chaque espèce, les unes par rapport aux autres. Donc, l'abondance relative se calcule selon la formule suivante. On prend le nombre d'individus de l'espèce qu'on regarde et on le compare avec le nombre total d'individus de la communauté au complet. On doit comprendre que plus la richesse spécifique et l'abondance relative d'une communauté vont être élevées, donc plus le point 1 et le point 2 vont être élevés, plus la biodiversité de la communauté va être considérée comme grande. Donc, voici un exemple, deux écosystèmes. On souhaite les comparer. Si on regarde bien l'écosystème numéro A, il est très diversifié. Il y a plusieurs couleurs, chaque couleur représentant une espèce différente. Donc, il est quand même équitable de façon importante. Si on regarde l'écosystème B, il y a beaucoup plus de feuilles jaunes. Donc, l'espèce qui est représentée par la couleur jaune, elle est beaucoup plus grande. On pourrait dire que ce n'est pas vraiment une biodiversité très, très grande. Donc, un autre exemple ici avec la forêt, si on regarde une biodiversité, on pourrait regarder la première image qui est beaucoup plus diversifiée que la seconde. Donc, voici votre travail pour le prochain cours. N'oubliez pas de me remettre les photos dans Classroom. Oh my God.